à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. En plus j'ai un petit nouveau casque, il est vraiment stylé. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Corentin, bien sûr. Comment ça va, Monsieur Corentin? Je suis là, merci, ça va très bien. Bon, on n'était pas la semaine dernière, mais on est là. On est de retour, quoi. On est là cette semaine avec des choses. Avec trop de choses même, hein. Trop de choses. On remercie d'ailleurs l'ensemble des éditeurs parce que là, cette semaine, c'était la course. On va condenser. Voilà, on va dire parce qu'on a eu des jeux. Si vous avez suivi sur Instagram, on a reçu Top Spin. On va vous faire la review tout à l'heure de Top Spin 2K25. De Stellar Blade, voilà, c'était ça le jeu mystère aujourd'hui, c'était Stellar Blade qui va être review aussi tout à l'heure. Et aussi le petit dernier, c'est quoi Corentin, le petit dernier? Sea of Thieves de chez Microsoft. Ouais, Microsoft qu'on remercie aussi d'ailleurs. Avant de faire ça, on va parler de Bethesda France et de la Nintendo Switch 2, tout ça dans quelle est la radio favorite des Français, Corentin? Et l'émission? C'est le journal du jeu vidéo sur Westrack Radio. Ah, je suis incroyable sans ça. Alors, on va parler d'abord de Bethesda France, Corentin, parce qu'après, il y a eu Fallout. On sait que Fallout 4 est sorti sur PS5. Eh bien, on retourne une semaine en arrière et on retrouve donc du coup, la version PS5 de Fallout qui a été mise en place. Pour certaines personnes, c'est le retour du jeu qui était sorti en 2015, donc du coup ça commence à faire loin, 9 ans, on est en 2024, 2015 ça fait 9 ans. Déjà? Waouh, c'est dingue, mes potes jouent plus de 9 ans à GTA 5. Ça fait loin. Waouh. Non mais réellement là, oui, c'est... Donc une mise à jour pour un jeu qui a 9 ans aujourd'hui. Par contre, le problème, c'est que de ce que j'ai compris, le jeu a du mal à fonctionner sur PC puisque la mise à jour a cassé énormément de choses. Ah, c'était sûr. Surtout pour l'incompatibilité envers les mods de ceux qui ont modé le jeu et qui maintenant ne peuvent plus y jouer parce que la mise à jour a cassé la moitié des fichiers du jeu. Surtout que ça a mis à jour les mods, on peut dire, pas les mods, mais les fichiers du jeu, ça les mis à jour dans un 2.0, quoi. Donc c'est incompatible. Oui, c'est sur PC. Sur console, ça fonctionne plutôt bien, malgré quelques bugs assez récurrents, notamment les bugs qui permettent d'exploiter les astuces du jeu, comme par exemple dupliquer des ressources ou bien obtenir des niveaux assez facilement en quelques heures. Ouais. Donc c'est chaud, quoi. Donc ces bugs-là n'ont pas été corrigés. Il y a d'autres bugs aussi, des scripts qui ne se lancent pas. Malheureusement, c'est toujours un problème. De toute façon, après, on s'y attend, c'est Bethesda. Sinon, c'est vrai que c'est dommage. On s'attendait, en tout cas moi personnellement, je m'attendais à avoir la totalité du contenu du Creation Club dans le jeu. Alors c'est quoi le Creation Club? Parce que tu m'en parles, mais je sais pas c'est quoi. Alors le Creation Club, en fait, c'est une espèce de plateforme de mode pour ajouter des éléments supplémentaires dans le jeu qui est officiel. C'est officiel par. Je savais même pas. Je crois que tu m'en parlais depuis. C'est officiel pour la licence. Et c'est la même chose aussi pour Skyrim aussi. Il y a la même chose. D'accord. La version légendaire de Skyrim avait inclus tous les éléments du Creation Club, tandis que la version PS5 de Fallout 4 n'inclut pas tous les éléments de Creation Club. N'inclut que, je dirais, 20-25% des éléments qu'on peut trouver. C'est un peu dommage. Ils ont rajouté une nouvelle faction, des quêtes supplémentaires. Ça rajoute un peu de jeu, mais pas plus. Et donc, on revient sur Bethesda. Donc, ça vient de GameCult. Microsoft a fermé Bethesda France il y a un mois, parce qu'il faut préciser aussi qu'il y a un peu de désinformation un petit peu sur la toile. Ça a beaucoup changé. À préciser, effectivement, Bethesda France a fermé. D'ailleurs, ce qui est contradictoire par rapport au fait, par rapport à la sortie de la série et par rapport à l'envolée de la licence Fallout. Puisque, pour rappel, Fallout appartient maintenant à Bethesda, donc du coup, c'est vrai que... Fallout appartient à Bethesda. Oui, Microsoft appartient à Bethesda, c'est peut-être ça... Non. Enfin, je dis Fallout appartient à Bethesda et Bethesda appartient à Microsoft. Avec le rachat qu'il y a eu... Là où je mentionne quelque chose, c'est le fait que le studio de France ferme, tandis que les jeux et la série s'envolent. Donc c'est assez contradictoire en fait de voir que des gens perdent leur travail alors que pourtant ce qui leur donne de l'argent est justement en train d'en rapporter énormément. On va expliquer la situation parce qu'il y a beaucoup de désinformations sur internet qui disent que qui croient que Microsoft a fermé comme ça du jour au lendemain le studio.
Mais on va vous expliquer pourquoi, on va vous expliquer tout ça. Donc Gamecult, ça vient de Gamecult, sans un bruit comme le film d'horreur. Établi en 2010 en même temps que son homologue de Francfort en Allemagne, la filiale française de Bethesda aurait donc fait partie des nombreuses victimes de l'énorme vague de licenciements. 1900 licenciements annoncés par Xbox en janvier. Voilà, on précise parce que c'est cette phrase-là. Pour rappel, on l'avait mentionné en janvier dernier. Mois, ouais. On l'avait mentionné, licenciement de 1900 employés chez Microsoft. Et d'ailleurs, c'était pas les seuls parce que PlayStation aussi avait lancé une vague de licenciements. Globalement, quasiment tout le monde au même moment avait lancé une vague de licenciements dans leurs effectifs. Et donc, c'est 1900 annoncés par Microsoft en janvier. Ouais. Prenez en compte la fermeture du studio en France. Voilà, donc Bethesda France a même cessé d'opérer dans la plus grande discrétion il y a quelques semaines, comme le suggérait l'absence d'activité sur son compte X, donc Twitter, depuis le 29 mars. Donc après, voilà, il résume un petit peu Bethesda et tout. Donc, alors que les témoignages ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, notamment chez les modérateurs et les créateurs de contenu, et ont fréquenté l'équipe des années dissoutes. Les informations recueillies par le journaliste Sylvain Trinel pour BFM TV révèlent que la douzaine des employés de la filiale se savaient déjà fixés sur leur sœur depuis le début de l'année. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça, c'est pas du jour au lendemain, ils le savaient déjà. Ils le savaient déjà. Il faut le préciser parce que c'est vrai que sur Internet, on voit de tout et n'importe quoi et on voit des gens qui disent c'est une honte, ils les ont virés du jour au lendemain. Non, c'est depuis le début de l'année, ils le savaient les mecs. Pour rappel, en tant que licenciement, il y a un préavis obligatoire. Voilà, il faut préciser aussi qu'il y a un préavis, il y a tout. Donc, on ne peut pas licencier du jour au lendemain un studio complet d'une centaine de personnes. Je pense qu'ils sont partis avec un bon chèque. Il faut aussi on peut pas licencier du jour au lendemain un studio complet d'une centaine de personnes. Donc, à mon avis, ils le savaient déjà, mais c'est juste que les informations n'ont pas été relayées parce qu'ils ne pensaient pas que c'était nécessaire. Et nous, on l'avait relayé dans l'émission. On avait dit que ça allait faire tous les studios, quasiment. On l'avait relayé, mais pas un grand ménage. Un grand ménage. C'est pas la première fois qu'un studio racheté par Microsoft doit fermer ses portes. Mais il n'y a pas que, il y a aussi Activision aussi, qui a eu un peu de ménage. On a aussi du côté ici Take-Two aussi, il y a une vague de licenciements où il y a quelques développeurs de chez 2K qui sont partis, on en parle à tard 2K en plus d'ailleurs avec Topspin. Donc ils disent la filiale, ça avait déjà fixé depuis le début de l'année. Avant le couperait de tomber pour de bon à la fin du mois de mars dans le cadre de vaste plan de licenciement qui a frappé l'ensemble du réseau Microsoft Gaming. Un désagrénage de 1900 personnes, record de l'industrie décidé dans la foulée de l'acquisition d'Activision Blizzard, célébrer un grand renfort de caisses de champagne quelques mois plus tôt, des promesses non tenues. En outre, leur licenciement proprement dit, les anciens employés de Bethesda France dénoncent la méthode, car si certains employés sont partis dès janvier, d'autres sont restés jusqu'au dernier jour suspendus à la promesse d'être conservés par la maison mère. Ah ça je savais pas, ça je ne savais pas. Un engagement finalement non tenu. On nous a baladés pendant quelques semaines en nous faisant miroiter un déplacement au sein des locaux Microsoft, témoin d'un ancien employé. Ça, je savais pas ça. Ça, je ne savais pas. Tout un an portant jusqu'à l'acquisition de Bethesda par Microsoft en septembre 2020. Si tu te souviens, il y avait l'acquisition. Et de mémoire, c'était un jour avant les précommandes de la Xbox Series. Ça me fait rigoler. Moi, ça me fait rigoler parce que le studio, il a été racheté pour combien déjà ? 7,5 milliards de dollars. 7,5 ayant pas grand chose aux opérations quotidiennes des salariés français, lesquels étaient en charge des relations presse de l'activité. Et d'ailleurs, ça va se passer comment les relations presse ? Parce que vu qu'il n'y a plus Bethesda France, je pense que ça va passer chez Microsoft. Je pense que tout va être fait chez Xbox. Bah, ils vont tout centraliser. D'ailleurs, on leur fait un big up d'ailleurs à l'agence presse. Ils vont tout centraliser. Pendant plusieurs mois, on a pu continuer à se faire ce qu'on peut faire dès le début sans interférer avec de la part d'Xbox ou de Microsoft. Les employés témoignent toutefois aujourd'hui qu'un certain mal-être, voire une défiance, avait fini par s'installer entre les bureaux français de Bethesda et Microsoft. Si Elder Scrolls Online est considéré comme un succès en France, de Bethesda et de Microsoft, Bethesda est entré dans une période de turbulence en 2023 avec Redfall et Starfield, et c'est vrai que ces jeux n'ont pas cartonné. Un ancien employé parle de licenciements catastrophiques pour l'un comme pour l'autre. On a très mal vécu les lancements catastrophiques des Redfall et de Starfield, et c'est pour ça qui a convaincu Microsoft de stopper les bureaux locaux et se recentrer ses forces, qui a confié l'amertume de ne pas rester
moins grand en tant que fermeture. Cet effet sans un bruit et sans que les employés puissent s'exprimer sur la question. Et c'est vrai que sur Twitter, on l'a vu, tous les employés de Bethesda ont témoigné vers le compte perso et pas vers le compte de l'entreprise. C'est vrai que ça, il faut le dire. Et bon, on peut se dire aussi, on dit Bethesda, mais Microsoft, Xbox France n'a pas fait un communiqué. C'est dommage. Xbox France n'a pas fait un communiqué en annonçant que Bethesda France ferme, mais merci à eux. Je suis pas sûr qu'ils font partie de la même chose, puisque ça fait partie de la même boîte. Hein. Microsoft étant la maison mère, et ensuite après on a les sous-filiales. Xbox France pouvait dire, c'est faire un petit big up, au revoir à notre studio Bethesda France, merci à vous, merci de vos services, tu vois, un message, tout simplement un petit message. C'est vrai que d'un côté... Je vais mentionner quelque chose d'assez différent. Pourquoi, je pense en tout cas, pourquoi les titres Redfall et Starfield n'ont pas cartonné. Déjà, ils ont limité les consoles sur lesquelles ils sont sortis. Exclusivité. Starfield, il sort sur l'environnement Xbox qui est le moins répandu par rapport à PlayStation. À part chez les Américains. Pour rappel, deux fois plus de PlayStation que de Xbox. Et aussi que Starfield devait sortir sur PS5 de base. De base, c'était un jeu multiplateforme. Et normalement, Bethesda avait signé pour que les prochains titres qui sortaient devaient sortir sur PlayStation 5, sauf que Microsoft, ou Xbox, oncle Phil, a pris la décision de cette exclusivité pour dire venez chez nous, l'herbe est plus verte. Ouais, et 7,5 milliards, il faut les rentabiliser. Mais je vais rappeler aussi que lancer une nouvelle licence, c'est pas évident. La plupart des nouvelles licences ont du mal à fonctionner. Les seules nouvelles licences qui fonctionnent bien en ce moment, c'est les exclusivités PlayStation. Ouais, et ça coûte cher, hein, franchement. Microsoft 5,5 plus Activision qu'ils ont acquis 69 milliards de dollars. On verra ce que ça va donner, mais bon, Activision, ça risque de faire la même chose. Et encore une fois, ils dépensent de l'argent à l'appel, mais pour l'instant, ils sont en déficit complet. Hein, c'est pas possible. On verra ce que ça va donner, mais bon, Microsoft, c'est un empire. C'est comme le Qatar, quoi. Tu pourras jamais lutter contre le Qatar. On regarde au football, on prend le foot. On va prendre l'exemple de Kylian Mbappé. En fait, je pense que la différence se situe surtout sur le... C'est que c'est Microsoft qui injecte de l'argent dans Xbox. Mais oui, ils peuvent se permettre. Regarde, je te prends l'exemple de Mbappé. Mais c'est Xbox qui est en déficit, c'est pas Microsoft. Le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Real Madrid voulait acheter Mbappé pour je sais pas combien de millions. Le Qatar, ils ont fait quoi ? Ah, tu vas acheter ? On va mettre plus parce qu'on a des fonds illimités. Et ils ont fait quoi ? Ils ont réussi à avoir Mbappé. Voilà, c'est l'argent le maître de la guerre. Bon, on va passer chez Insider Gaming vite fait. On va parler de Nintendo, Corentin. Que s'est-il passé chez Nintendo Switch sera rétrocompatible et prendra en charge la 4K. Prêtons temps. Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 continuent de circuler. Cette fois, les informations du fabricant de périphérie Mobabad sur les contrôleurs de Joy-Con de la Nintendo Switch 2, les plans de la rétrocompatibilité et la prise en charge de la résolution 4K. Premièrement, suite aux informations selon lesquelles les nouveaux Joy-Con de la Nintendo Switch 2 utiliseraient des aimants pour se connecter à la console, Mobabad a plus d'informations sur les contrôleurs, ce que tout cela signifie. Dans le processus de développement du contrôleur de la console de nouvelle génération, Mobabad a également acquis de nombreuses informations de première main sur la Switch 2. Et maintenant, nous sommes ici pour les partager avec tout le monde. Ont-ils déclaré. Selon la société, les nouveaux Joy-Con ont un volume plus grand, utilisent ce qu'on appelle une aspiration magnétique pour se fixer à la console en mode portable. L'aspiration magnétique est obtenue grâce à une technologie d'aspiration électromagnétique contrôlée par le courant électrique, ont-ils déclaré. En plus de la façon dont ils se connectent au système, les nouveaux contrôleurs comporteront des boutons mécaniques SL et SR. Donc c'est les trucs à R1 et L1, tu vois. Ainsi qu'un troisième bouton sur les côtes gauche et droite. Selon la société, les Joy-Con de dernière génération fonctionneraient toujours sur le nouveau système sans fil. Plus de fonctionnalités de la Nintendo Switch 2. Outre l'actualité de la manette, Mobile-Pad a également donné plus d'informations sur la nouvelle console Nintendo Switch. Selon la société, le Switch 2 prendra en charge la rétrocompatibilité pour les jeux physiques, permettant de jouer aux jeux Switch originaux sur la nouvelle console. Il a également dit que la Switch 2 prendra en charge la résolution 4K. Une fois connectée en mode portable, la console comportera un écran de 8 pouces avec une résolution 1080p
Comme toujours, aucune information n'aurait été confirmée par Nintendo, alors prenez toutes ces rumeurs avec des pincettes. Cela dit, mesure que la console se révélera probablement à quelques centimètres de plus, il semble que de plus en plus d'informations continuent de fuir. La Nintendo Switch 2, soit le nom donné de la console par la société, devrait être lancé au début 2025. Nintendo Switch 2, 4K, rétrocompatibilité, pour moi, c'est du positif. S'ils le font, c'est du positif. Réellement. La rétrocompatibilité reste toujours un argument de vente assez important, notamment sur une nouvelle console qui n'a pas de jeux qui sont spécialement faits pour. Et la Switch, c'est quand même plus de 100 millions de consoles, c'est quand même un gros parc de consoles, donc il y a aussi ce côté-là où t'as envie de rejouer à tes jeux et c'est... Mais après, aujourd'hui, la Switch, elle a quand même quelques années, hein, depuis quand 7 ans. 2017. Hein, c'était le 3 mars, je crois, 2017 a été sorti. Elle a quand même quelques années. Hein. Au bout d'un moment, 7 ans, c'est le cycle de vie global pour une console de manière générale, hein, que ce soit pour les consoles, que ce soit pour les constructeurs les plus gros tels Sony et Xbox, mais également aussi pour Nintendo. Ça fait 7 ans, une nouvelle console et une nouvelle console est parfaitement logique à prévoir. Ouais. Et là, franchement, pour moi, la rétrocompatibilité, c'est le meilleur choix. Franchement. Tu peux remettre tes cartouches. Exemple, je sais pas moi, il y a des parents qui veulent acheter une console mais ils ont pas les moyens pour les jeux. Au moins, t'as les moyens et le gamin il peut jouer à des jeux. T'as les anciens jeux. Voilà. Plus le côté du démat et tout. En plus, physique, c'est encore mieux. Le côté physique, alors là. Mais en fait, la Switch, elle avait apporté son lot de nouveautés avec le fait qu'elle soit une console portable et salon à la fois. Ouais, nomade. C'est la première de l'histoire. Qu'apporte cette Switch 2 ? La porte, en fait, c'est plus de la performance. Là, on est sur de la performance. Juste augmenter les performances au final, puisque... C'est s'adapter au marché. Hein. Tout simplement, c'est s'adapter au marché et se dire, regardez, Nintendo, on a refait une nouvelle console. C'est ça, en fait. C'est juste pour mentionner que si jamais les gens n'ont pas envie de dépenser pour de la performance, ils peuvent toujours se rabattre sur une Switch classique, en fait. Mais bon, la Switch classique, elle va... La première et la deuxième, c'est globalement les mêmes, avec juste les différences de performance qui changent. Ouais. Pour ça, de toute façon, on verra ce que ça va donner. On verra. On fait une petite pause musicale, Corentin ? Musique, exactement. On va faire Cult of the Personality Live in Color. Et après, restez avec nous parce qu'on a 3 reviews. Top Spin, Stellar Blade, Sea of Thieves. Tout ça dans le journal du Corentin. Jeux vidéo. Et maintenant. I know your dreams.
Waouh! Il parle en français! Non, c'est pas possible! J'ai pas rêvé! Non, c'est vrai. Là, merci. Waouh! En plus, c'est la musique de Simple. Best in the World, d'ailleurs, il est en France, d'ailleurs. Le remix de Cult of Personality, donc du coup, c'est la nouvelle version. Ouais, et je pense que c'est là, faites du bruit en France, parce que ça va être. Parce que la WWE vient en France, d'ailleurs, la fédération de catch, ils viennent à Lyon, et faut faire du bruit, quoi. Ils vont faire du bruit cette année, parce que là, ça va, la musique, elle sera au catch, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte. C'est gros pay-per-view, c'est la première fois qu'ils viennent. En France à WWE pour faire un pay-per-view, donc j'ai hâte de voir. En parlant de catch, on va changer de catch et on va parler de Xbox, on va prendre le bateau, on va partir très loin, on part en mer, mon saillon. Et on va parler de Sea of Thieves. D'abord, remercier Xbox France, remercier aussi les personnes de relations presse de chez Xbox, on les remercie. Je pense déjà à Océane, par exemple, remercier Océane qui nous a permis de nous donner un code pour tester Sea of Thieves sur PlayStation. Sur PlayStation 5. Ouais, sur PS5. Franchement, le jeu est exceptionnel. Donc déjà, petit rappel, Sea of Thieves, jeu de pirates, jeu de bateau qui a été développé par Rare, je sais pas comment tu le prononces. Rare. Studio membre de Xbox, donc Microsoft, ouais. Qui à la base est censé être une exclusivité Xbox, donc du coup sur le Game Pass, qui est sorti en 2017, il me semblait bien. Donc du coup qui est disponible normalement exclusivement sur Xbox et PC, et donc du coup alors en fait l'histoire est arrivé sur PlayStation 5 hier. Non, en fait, le 30 avril. Pardon. L'histoire, faut rapidement rappeler, c'est sorti en 2017 sur Xbox One à l'époque. On sait qu'à l'époque, la Xbox One galérait contre la PS4 à l'époque. Avait du mal à s'imposer. Donc, si aussi c'était sorti, si aussi avait cartonné un petit peu, il faisait son petit bonhomme de chemin. Et en fur et à mesure, on voyait que le jeu cartonnait. Et aujourd'hui, l'une des meilleures exclusivités de la Xbox. Et qui sort enfin sur PlayStation, qui fait partie de la stratégie commerciale, la stratégie marketing de Xbox, de transférer des jeux exclusifs Xbox chez PlayStation pour essayer d'attirer un peu plus de public. Donc à voir si ça fonctionnera, ou bien si cette stratégie se retournera contre eux et devront sortir les autres jeux exclusifs. Premier truc qui m'a interpellé, que ça faisait bizarre, c'est quand tu lances le jeu, c'est qu'il y a écrit Xbox Game Studios, alors que t'es sur PlayStation. Ça fait bizarre, réellement ça fait bizarre. Exactement. Alors première connexion, préciser qu'il il faut un compte Microsoft. Voilà, un compte Microsoft pour y aller dessus. Bon après voilà, vous avez le jeu. Le jeu prend l'option 120 Hz à préciser, parce que beaucoup de monde n'ont pas précisé, mais vous pouvez jouer en 120 FPS. Si tu as le téléviseur tu peux jouer en 120 FPS. Moi j'ai le téléviseur, j'ai testé, c'est vraiment agréable de jouer en 120 FPS à ce Sea of Thieves. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Le délire aussi, c'est que tu peux inviter tes potes. Ça, c'est le truc qui change pas, quoi. C'est stylé, ça t'invite tes potes, tu joues directement. Vous avez le choix, lorsque vous lancez une partie, en fait, lorsque vous voulez faire des parties à plusieurs, vous avez le choix entre 3 navires différents. Le premier, le sloop, qui propose entre 1 à 2 joueurs. Le deuxième, le galion, qui propose entre 3 à 4 joueurs. Non, 3 à 4, c'est le galion. Le gros truc. Le galion. Ensuite, il y en a un autre encore supérieur qui propose encore plus de joueurs. Il me semble jusqu'à peut-être 7 ou 8. Ah, j'ai pas vu. J'ai même pas vu ça, tu vois. Bravo, j'avais pas vu ça. Alors, donc, voilà. Donc après, vous prenez le bateau, vous pouvez faire plusieurs quêtes. Et il y a un truc que j'ai bien aimé. Franchement, c'est qu'il y a tous les DLC. Moi, je m'attendais pas à ça. C'est ce que j'allais mentionner. En fait, cette sortie s'accompagne également de l'arrivée de la saison 12, dans laquelle est ajouté des éléments assez intéressants, notamment les couteaux de lancer. Le grappin aussi. Qui permet de lancer des couteaux à distance sans utiliser d'armes à feu. C'est plutôt intéressant. Un pistolet à double canon qui fait pas mal de dégâts, mais qui malheureusement est assez compliqué à utiliser, puisqu'étant donné qu'il a double canon, on utilise double munition, donc on est vite à court. Et l'autre élément le plus intéressant, je pense, de cette saison 12, c'est le fait que maintenant, lorsqu'on tire un grappin, un harpon avec corde, on peut monter dessus. On peut glisser, on peut faire l'équilibriste, on peut faire l'équilibriste sur la corde, et donc
se diriger sur des endroits sur lesquels on a tiré. Et ça fait plaisir parce qu'on a fait des petites games avec nos potes et tout dessus. Ça facilite la navigation entre l'île, les navires et le bateau qu'on possède. C'est assez facile. Ça fait plaisir. C'est assez intéressant. Il y a aussi, comme on dit, tous les DLC. Vous pouvez retrouver Jack Sparrow, vraiment le trailer du Pirates des Caraïbes. Le DLC. Alors moi, je m'y attendais pas. Je me dis, est-ce qu'ils vont le mettre ou pas? Ils l'ont mis. Donc le DLC Jack Sparrow, Pirates des Caraïbes avec Davy Jones. Alors ça, c'est vraiment bien. C'est trop pas de On retrouve dans les quêtes, donc du coup, oui, les anciennes, les anciennes mises à jour. Donc parmi les fables des flibustiers, voilà comment ils appellent, les fables des flibustiers, on retrouve les anciennes versions, les anciennes collaborations qu'il y a eu. Donc effectivement, les Jack Sparrow, quoi de mieux pour s'intégrer à l'univers pirate que Jack Sparrow et Pirates des Caraïbes. Monkey Island aussi, parce que j'ai regardé on retrouve Monkey Island, donc du coup un univers créé autour du jeu vidéo de point and click. Et d'ailleurs, je crois que c'est eux, non, c'est pas Rare qui a fait Monkey Island. Il me semble pas, peut-être, mais je sais que eux, c'était les développeurs de Banjo-Kazooie. Faut préciser que c'est eux qui ont fait Banjo-Kazooie. Monkey Island, qui est un jeu point and click sur lequel il fallait résoudre des énigmes, mais en fait, ils ont retranscrit ça à merveille dans Sea of Thieves. C'est vrai que la première mission on avait testé en live dessus sur le Monkey Island, on avait fait pendant plus, je crois, 2 heures de mission. La première mission, il nous a fallu près de 2 heures quand même pour comprendre comment fonctionnait cette mission et pour pouvoir la terminer. On était trois cerveaux dessus, c'était une galère. Vraiment, non, mais donc, franchement. Les énigmes sont assez haut level. Ensuite, après, globalement, je trouve que ce qui est intéressant, alors tu le mentionneras peut-être, tu en parleras, mais il y a cette notion d'immersion. Voilà, c'est ça que je voulais dire, l'immersion. Qui est assez intéressante, parce que quand on se retrouve sur un navire, il faut être prêt à faire les allers-retours entre tous les éléments nécessaires pour faire naviguer un navire. Donc, baisser la voile, s'occuper du gouvernail, orienter la voile pour qu'elle prenne le vent. S'occuper de la cale, lorsqu'il y a des trous, l'eau s'infiltre, il faut refermer les trous, surtout chacun son rôle. Moi, j'ai découvert que je ferais un excellent timonier. Ah bah ça oui, on l'a vu en live. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un timonier, c'est la personne qui s'occupe de la direction du navire et qui tient la barre et le gouvernail. Pendant que moi, en fait, je répare les trucs en dessous et tout. Et surtout, il y a un truc que j'ai kiffé, et c'est là que tu te dis qu'ils ont maté des films, ils ont regardé l'esprit, comment faire des trucs de pirates, c'est la musique. La musique qui est impressionnante quand tu tombes sur une ambiance. L'ambiance est impressionnante. Avec aussi le brouillard quand tu tombes devant. C'est incroyable. Hier, on avait pris une île, je crois, on avait fait une quête. On est tombé dans une île avec un peu de brouillard bizarre. On devait se rendre sur une île où on ne voyait pas l'île. Donc du coup, lorsqu'on navigue un navire, lorsqu'on n'a pas de visibilité, c'est assez compliqué de ne pas se prendre de rochers. Avec la petite musique derrière, c'est exceptionnel. Réellement. J'ai pris du plaisir à jouer à ce jeu avec mes potes, avec Corentin et d'autres amis. C'est un élément que je mentionne. Si vous voulez y jouer, je vous conseille vraiment d'y jouer à plusieurs. Vous pouvez y jouer en solo, mais vous risquez de vous ennuyer assez très rapidement. Je conseille vivement d'y jouer à plusieurs quand même. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc après, le jeu est sorti avec 3 éditions à préciser. Nous, on a reçu l'édition premium. Le jeu est disponible en 3 éditions. L'édition classique, il propose juste le jeu, vendu à 40€ sur le PlayStation Store. Et ça va, le prix, franchement, un très bon prix. Réellement, l'édition Deluxe est vendue à 50€, 10€ de plus, avec quelques cosmétiques. Avec des cosmétiques en plus, et l'édition Premium est vendue à 60€, avec les cosmétiques de l'édition Deluxe, plus 10 000 pièces d'or. Plus l'accès à la saison 12. Ouais, plus 10 000 pièces d'or à préciser aussi. Hein. Donc c'est tout ce qui est à proposer. Ensuite, après vraiment, c'est ce qu'on peut retrouver dans le jeu. Ouais, et franchement, un très bon jeu, je vous le recommande. N'hésitez pas à y jouer, il est disponible depuis le 30 avril sur le PlayStation Store. Le jeu est cross-platform, précisez aussi que vous pouvez jouer avec les joueurs PC. On se retrouve avec les joueurs PC. Xbox. Bon, il y a un truc qui est dommage, c'est pourquoi il n'est pas sorti sur PlayStation 4. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon. On va pas non plus demander tout aussi à Microsoft. Hein. Voilà, Sea of Thieves sur PlayStation 5. Voilà ce que c'est ce jeu qui est exceptionnel sur West Track Radio. On va continuer avec une autre review.
Stellar Blade. Voilà, Stellar Blade sur PlayStation. De Shift Up. On remercie PlayStation d'ailleurs aussi de nous l'avoir envoyé. Merci PlayStation de nous l'avoir envoyé. Stellar Blade, développé par Shift Up, sorti le 26 avril dernier. Ouais. Donc développé par un studio sud-coréen, Shift Up, qui à la base était spécialisé dans les jeux mobiles. Donc les développeurs le précisent que c'est leur première tentative d'un jeu sur console. Ouais. Donc du coup, ils espèrent une espèce d'indulgence de la part des joueurs parce que c'est leur premier essai, donc nécessairement on peut pas être parfait. Moi personnellement j'aime bien. Moi j'ai bien aimé aussi un petit peu le jeu, donc il y a pas de problème. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, Stellar Blade nous met au contrôle de Eve, membre de l'escadron aéroporté numéro 7, donc envoyé par la matriarche. C'est comme ça que c'est, matriarche, c'est deux mots différents en fait, qui est considéré comme étant la divinité qui a sauvé l'humanité. Et donc du coup ils ont envoyé ces escadrons aéroportés sur Terre qui a été dévastée par une race alien appelée les Naytiba, des créatures informes et excessivement grosses et extrêmement violentes. Le but en tant que membre de l'escadron aéroporté est de retrouver le Naytiba ancien, Naytiba Alpha, l'alpha des alphas, et de le détruire pour se débarrasser de ces créatures. Donc tout ça dans un monde, sur une terre apocalyptique où l'humanité a été réduite, qui retrouve juste un seul bastion au beau milieu de nulle part. La terre en elle-même, elle est dévastée, recouverte de sable, les bâtiments sont détruits absolument partout. L'ambiance est assez intéressante. Ouais, c'est la musique, réellement, la musique. Je vais y venir à la musique, il y a assez quelque chose d'intéressant sur la musique. Donc, pour pouvoir se défendre contre les Naytiba, le jeu nous propose donc du coup un système de combat assez intéressant, puisque on reprend. Nous n'avons pas d'équipement d'épée différente, nous avons qu'une seule épée pour tout le reste du jeu. On débloque au fur et à mesure de l'histoire du tir à distance. Ouais. Nous avons accès à une roue de compétences au début du jeu. Une deuxième roue de compétences arrivera un peu plus tard, plus un mode qu'on peut appeler rage. C'est un mode berserk en fait, c'est lorsqu'on a trop de problèmes, on active notre rage et on défonce absolument tout ce qui se trouve autour de nous. Le système de combat se base sur un système de parade parfaite et d'esquive parfaite. Donc du coup il faut être au taquet. J'ai vu que beaucoup de personnes le comparaient à un Dark Souls parce que ils ont quasiment la même difficulté qu'un Dark Souls, mais moi plutôt que le comparer à un Dark Souls, je vais plutôt le comparer au jeu Star Wars Jedi Survivor et Fallen Order. Il me fait plus penser à ça dans le système de combat, puisqu'il se base sur le système de parade de la même manière que Jedi. Et ensuite après le niveau des combats, c'est à peu près la même chose, taper lorsqu'on peut, parer. Les ennemis ont une jauge d'équilibre qu'on fait tomber en réalisant des parades parfaites, et en fonction des ennemis, en fonction du niveau des ennemis, plus on fait de parades parfaites et l'ennemi en fait tombe et on peut faire un coup critique. Et sur la côté de la technique graphiquement, t'en penses quoi? Du côté graphique, il est bien, il est beau, mais il est pas parfait en fait. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est vrai que tu le mentionnais tout à l'heure, mais il est pas parfait en fait au niveau de sa technique. Il y a des choses qui bavent un peu. Les textures, elles sont pas forcément très réalistes, mais je trouve que moi, l'immersion fait quand même le reste. Ouais, et puis c'est la musique. on moi, passe c'est la à côté. musique. La musique m'a donné envie d'y jouer. Pour mentionner la musique, je mentionne le fait que personnellement, moi, on passe beaucoup de temps à l'exploration. Énormément de temps à l'exploration, puisque les zones sont assez grandes lorsqu'elles nous proposent de faire de l'exploration. Et c'est vrai que je préfère quand même si la musique est une boucle qui tourne en permanence, c'est une musique de fond, c'est la même qui tourne. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça, et je préfère avoir une musique qui tourne en boucle plutôt que d'avoir un silence austère dans lequel on n'entend rien et en fait on devient parano. Que des traces de pas. Ça devient. Alors que là, la musique rajoute une petite ambiance. Je dirais même c'est presque triste et mélancolique. Ouais, c'est ça en fait. Réellement, c'est que j'ai eu la même chose.
c'est presque triste et mélancolique de rappeler en fait que l'humanité a été anéantie par les aliens. Et que les décors autour de nous nous rendent tristes en fait, puisque le monde est dévasté complètement. En plus, ils disent qu'il y a une sorte de guerre dès le début, elle le dit. Quand oui, tu vas les disent, ouais, après cette guerre et tout. Au niveau des ennemis, je mentionne juste le fait qu'au niveau des ennemis, on retrouve une quinzaine d'ennemis qu'on peut croiser en se promenant. Donc, pour quand même mentionner que c'est un roster assez large en termes d'ennemis. On retrouve donc une quinzaine d'ennemis. Une cinquantaine d'ennemis différents qu'on croise plusieurs fois. Et au niveau des boss, on a une quinzaine de boss différents qu'on croise 2 à 3 fois dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, 3 fois les 15 boss, enfin certains boss sont uniques, donc heureusement, mais disons que seulement une dizaine d'entre eux, on les retrouve plusieurs fois. On peut retrouver jusqu'à 30 voire 35 boss au complet. Le jeu est assez long, je trouve, mais si je dois donner un conseil aux joueurs qui veulent le tester, qui veulent l'essayer, faites les missions secondaires, faites les quêtes secondaires pour gagner des points de compétences et pour pouvoir acheter des compétences, parce que sinon vous allez avoir énormément de problèmes pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc le jeu, si on rappelle qu'il est déconseillé aux plus de 18 aux plus de 18 ans, précisé aussi, non, déconseillé à la vente aux moins de 18 ans, déconseillé aux moins de 18 ans. Voilà, préciser aussi, parce qu'on sait jamais, bien sûr. Et franchement, le jeu, il est bien. Moi, franchement, j'ai adoré te le dire, de la musique. Même les premières heures, franchement, j'ai fait peut-être pour l'instant 3-4 heures dessus. Et franchement, j'ai adoré. Toi, t'as passé, je crois, plus de 20 heures dessus. J'ai dû faire, une 15-20 heures dessus. Donc le jeu est long, faut le préciser aussi. Il est long, et moi, personnellement, je passe énormément de temps à faire l'exploration et faire les quêtes secondaires, ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir des points de compétences et débloquer des compétences qui facilitent le jeu, puisqu'il y a énormément de compétences à acheter. Les points de compétences sont assez compliqués à obtenir. Donc à y jouer, en fait, directement, quoi. Alors, juste à mentionner le fait que il m'a fait penser à un jeu Star Wars Jedi Fallen Order Survivor au choix. Ouais. On dirait il y a également aussi un mixte avec Final Fantasy au niveau des quêtes qu'il propose. Je veux juste le mentionner. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. T'as perdu le fil. Il a perdu le fil. Qu'est-ce qu'il disait en plein test, en direct, à la radio. Je voulais faire un rapport aussi avec les jeux Dark Souls et From Software. Mais non, je dirais juste qu'en fait, je comprends les joueurs qui veulent comparer ça à un Dark Souls ou un From Software, parce qu'ils se retrouvent face à une difficulté qu'ils n'arrivent pas à surmonter. C'est vrai que le jeu est difficile, il demande des réflexes assez précis, il demande un timing serré, il faut connaître les patterns, les attaques des ennemis pour pouvoir les anticiper et ne pas trop les anticiper, parce que si on les anticipe trop, on rate la fenêtre de parade, et si on les anticipe pas assez, on se prend le coup, et ça fait mal. Ça fait mal, voilà. C'est ce qu'on peut dire, les mots de la fin sur ce jeu Stellar Blade, qui est sorti depuis vendredi 26 avril sur PlayStation 5. Voilà, 5. Allez, on vous laisse avec une petite pause musicale. Là, ta musique, Corentin ? Ma musique, Smash Mouth All Star. Et après, n'oubliez pas, revenez, parce qu'il y a la review de Top Spin 2K 25 sur Westrack. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star.
All Star de Smash Mouth. Connu BO du film Shrek. Shrek sorti en 2001. On est en 2024. Il y a plus de 24 ans. 23 ans. Oh là là, ça fait loin. Malheureusement, petite anecdote. Un jour, on aura une Shrek anecdote, 4. c'est un peu triste, mais Steve Harwell, le chanteur, est décédé en septembre dernier. À quel âge? À 56 ans. Ah oui, jeune. C'est assez jeune pour cet âge, donc c'est dommage pour un artiste pareil. D'excellente musique pourtant, donc petit hommage. Avant de faire la review de Top Spin 2K25, c'est de vous annoncer, Corentin, on annonce, il y a... Alors, au doc, il y aura la NorthCon qui arrivera au Havre. NorthCon du Havre qui se déroule au Carré des Docks le 4 et 5 mai de 10h à 18h de manière générale. Ouais, 18h. Vous aurez plein d'activités avec du Just Dance, il y aura des activités jeux vidéo. On retrouve un espace jeu, on retrouve des espaces avec les artistes, on retrouve des stands de vente pour des gens qui veulent vendre leur concept art. Il y aura des invités aussi. Des fabrications à main, etc. Les invités qui sont des doubleurs français, des comédiens de doublage qui prêtent leur voix à certains personnages. Il y aura des cosplays aussi. Il y aura des concerts Disney d'ailleurs avec Hans Jones à 14h le samedi. Il y aura des conférences avec Bruno Meyer, Hervé Gruel aussi qui sera là aussi. Vous aurez un show K-pop animé à 11h30. Ah, franchement, il va y avoir plein de trucs. Atelier doublage animé par Raphaël Richard aussi qui sera là aussi. Plein de choses. En fait, il va y avoir plein de choses à la NorthCon. Donc il y aura aussi des exposants, Corentin. Bien sûr, énormément d'exposants, des stands de nourriture, des stands de vente. Et il y aura le journal de jeux vidéo qui sera là aussi. Donc voilà. Nous serons sur place, nous n'aurons pas de stand, nous serons là en physique. En tant que promeneur. Que promeneur, vous pouvez venir avec nous, on fera des petites interviews, des petites photos si vous voulez venir et tout. Donc on sera là. Sur la NorthCon du 5 au 6 mai. Non, du 4 au 5 mai. Ah, du 4 au 5 parce que le 6 on est lundi. D'ailleurs, je rappelle aussi petite anecdote que le 5 mai c'est l'anniversaire de l'anime One Piece. En plus. Parce que ça fait 25 ans qu'il est diffusé. Le premier épisode de One Piece a été diffusé le 5 mai 1999. Donc du coup, il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Allez, on va faire Top Spin 2K25. On l'a reçu par 2K. On remercie 2K Games de nous l'avoir envoyé d'ailleurs, on remercie Touquet. Et donc, Top Spin 2K25, on peut dire seulement le premier mot, c'est le retour du roi. On peut dire, c'est le retour du roi. Expliquez qu'est l'histoire de Top Spin. Top Spin est un jeu de tennis qui était sorti dans les années 2000 sur première Xbox, le deuxième sur 360 PS3, Top Spin 3, et le dernier c'était Top Spin 4 en 2011, Corentin. C'était en 2011. Et il y avait Djokovic. Donc ça fait près de 13 ans qu'il n'y a pas eu de jeu de tennis. Et on a eu des raisons pourquoi il n'y a pas eu de jeu de tennis, c'est que les licences coûtent trop cher. Trop cher. J'ai vu des annonces comme par exemple, j'ai vu un article, je sais plus où, mais il disait par exemple que Roger Federer, par exemple, si tu voulais avoir Roger Federer, il fallait payer $500,000 pour rien qu'avoir lui dans le jeu, quoi. Donc par tennisman, ça coûtait cher. Et plus les cours et tout de tennis. Est-ce qu'on peut tenter de faire une petite explication de pourquoi ça coûte aussi cher par rapport à la NBA ou par rapport au jeu de foot? Les autres, tu prends le jeu de foot, la FIFA, la FIFE Pro, c'est le syndicat des footballeurs. Bien sûr. La FIFE Pro permet en fait d'avoir tous les vrais noms directement dans le jeu, inclus dans le jeu. Donc voilà, donc passer un contrat directement avec la FIFA te donne l'accès à toutes les personnes qui y sont affiliées. Parce que c'est comme des sortes de syndicats, t'as la NBA aussi qui a un autre truc pareil, c'est NBA Pro. Tous les joueurs de basketball sont affiliés à la NBA. La MLB par exemple, le baseball américain, pareil. Tandis que c'est au cas par cas. Les joueurs de tennis ne sont affiliés à aucun système central qui ne permet pas donc du coup de les récupérer tous en ayant un seul contrat. Et c'est au cas par cas parce qu'on a eu que 25 tennisman et tenniswomen. 25, c'est quand même peu pour... Aucun tennisman français, précisez, vous avez aucun tennisman français. Je vais juste mentionner le fait que si on a 25 joueurs différents, je mentionne le fait qu'il y a 48 terrains différents. Il y a quasiment 2 fois plus de terrains disponibles que de joueurs. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule en fait. On va détailler tout ça parce que il y a plusieurs trucs. Donc, précisez d'abord que Top Spin est sorti. Il est sorti la semaine dernière, donc je crois le 26 avril il est sorti. Vendredi, je crois aussi, en même temps que disponible le 26 avril, effectivement. Vous avez aussi une Early Access avec l'édition Deluxe et Grand Chelem. Donc, le jeu, vous pouvez retrouver
comme on a dit 25, vous pouvez retrouver Roger Federer. Le seul vraiment le plus connu, c'est Roger Federer, quoi. Vous avez Roger Federer, Serena Williams. On retrouve Serena Williams. Mais vous avez pas sa sœur Vénus. C'est dommage, il y a pas sa sœur Vénus dans le jeu. Voilà. Mais donc, on se retrouve avec seulement 25 joueurs. D'autres joueurs pro sont prévus à l'avenir. Touquet nous l'a dit. D'autres joueurs pro sont prévus à l'avenir, mais malheureusement pour l'instant on n'a pas les dates de sortie. Chose que pour l'instant on ne peut pas faire. J'espère que ça changera dans le temps. Ouais. Les matchs multijoueurs, on ne peut pas sélectionner son adversaire. C'est du aléatoire. Oui, c'est du aléatoire, mais Touquet a dit que on a reçu dans le communiqué de presse. On espère que ça changera et qu'on pourra faire des matchs amicaux avec des gens qu'on aura choisis. Normalement, fin mai, on pourrait choisir les matchs amicaux. Précisez aussi que vous avez Federer, mais vous avez aussi Carlos Alcaraz aussi, Iga Swiatek aussi, Francis Tiafoe aussi. Vous avez aussi ces tennisman-là. Vous avez aussi un tennisman légendaire aussi, faut le préciser aussi, Corentin. Il y a aussi une légende. C'est... comment il s'appelle? Joe McEnroe. Voilà, vous avez aussi Joe McEnroe qui est dans le jeu, qui est version jeune, et vous l'avez en version vieux, qui vous apprend en fait le centre d'entraînement. Quentin a galéré d'ailleurs dans le centre d'entraînement lors du test. Il a galéré. En fait, c'est ce que j'allais mentionner. L'ergonomie du jeu, elle est assez particulière, puisque c'est assez complexe et assez précis en fait de demander. Il faut prendre le coup, il faut s'adapter parce que c'est vous pouvez faire des coups haut, lob, direct, en fonction des touches que vous avez sur votre manette, triangle, croix, carré, rond. Mais par contre, il faut appuyer au bon moment pour pouvoir les lancer, parce que sinon, en fait, vous ratez votre tir et vous tapez trop fort et la balle sort, ou bien vous tapez le filet et puis vous perdez le point. Après, faites bien le mode entraînement, parce que même si vous avez joué à Touch Spin 4, c'est mentionné. Hein. C'est important de faire l'entraînement parce qu'il y a des éléments de gameplay en fait qu'il faut prendre. On va parler gameplay. S'adapter. On va parler gameplay. Le jeu est très punitif. Faut dire ce qui est. C'est vraiment simulation à mort. Réellement en fait, si vous lancez, parce que le jeu s'accompagne aussi d'un mode carrière dans lequel vous pouvez créer votre propre avec My Player. Vous pouvez créer votre propre joueur de tennis. Vous lancez sa propre carrière. Et en fait, ce qu'il faut savoir que si jamais vous perdez des matchs, si vous perdez trop de fois le match pendant votre carrière, le match, vous ne pouvez plus le refaire. Vous devez passer à la saison suivante. C'est réaliste. C'est direct. C'est réaliste. Et il y a des commentateurs. J'ai perdu deux fois de suite sur des tournois. Et les commentateurs, il y a un audio de commentateur qui m'a dit mauvais début pour le nouveau joueur. Dans le menu, parce qu'il n'y a pas de commentateur dans le gameplay. Précisez que in-game, il n'y a pas de commentateur, c'est dommage. En fait, il y a des commentateurs audio français dans le menu. En dehors du jeu. Dans le mode carrière. Vous avez aussi un système de message, un mode un peu RP dans le système de My Carrière. C'est comme tous les modes carrière, hein, bien sûr, du jeu de tennis. Après, vous avez aussi un mode en ligne avec My Player où vous pouvez, avec votre joueur, jouer en ligne contre d'autres mondes en mode aléatoire. Vous avez aussi un mode Touquet Circuit. Tournoi en ligne aussi. Ça s'appelle le Touquet Circuit, où vous jouez des modes classés. Exemple, moi, j'ai fait Roland Garros cette semaine. Je voulais faire Roland Garros en mode je suis meilleur que vous. J'ai été éliminé en quart de finale. Mais si vous rejouez, vous pouvez revenir en quart de finale. En fait, si vous faites les matchs, vous avez 8ème, quart, demi, en fin de mesure des matchs. Et t'arrives en finale pour gagner Roland Garros. Mais j'ai pas gagné Roland Garros. Donc vous avez des trucs comme ça. En fin de mesure des semaines, je crois que c'est au bout de 10 semaines, vous avez un changement de... Non, tous les week-ends, vous avez un nouveau... Ce qu'on pourrait appeler les Battle Pass, ce qui est similaire à des jeux services, puisque il est conçu pour être un jeu service. Les Battle Pass, eux, sont prévus pour durer entre 8 à 10 semaines. Donc 2 mois et demi à peu près, quand même assez long par rapport aux autres jeux services, ce que proposent les autres jeux. Mais précis aussi dans le mode en ligne, ce que je voulais te dire aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec le pass de combat, mais tous les week-ends, vous avez un nouveau championnat. Après saison, vous avez le championnat de Madrid, le week-end prochain, vous avez un autre championnat dans le Touquet Circuit, tu vois. Mais oui, il y a aussi le mode pass de combat un peu... Là, c'est le pass de combat Roland Garros. Parce que Roland Garros, ça arrive, je crois, entre avril et mai, je crois, Roland Garros, on va dire comme ça. Je crois que c'est la 124e édition de Roland Garros. Vous avez ça aussi. Bon, le truc qui est dommage, et tout le monde a gueulé sur Internet, et c'est vrai que je le dis là, c'est que tu es obligé d'être sur Internet, te connecter à Internet, même si tu veux jouer en mode hors ligne. Connexion en ligne. Connexion Internet obligatoire. Touquet, s'il vous plaît, faites une mise à jour pour retirer cette connexion obligatoire, s'il vous plaît. Parce que là, c'est n'importe quoi. On a eu un truc, c'est que récemment, il y a un YouTuber qui en a parlé.
Et en fait, Touquet a, je crois, pendant quelques heures, en fait, le jeu était en maintenance. Et en fait, personne ne pouvait y jouer. C'est le même problème chez les jeux Ubisoft, hein, la connexion internet obligatoire pour pouvoir télécharger. Oui, ça, oui, télécharger, mais dans le jeu, installer, jouer au jeu. Tu vas jouer à un jeu de tennis en ligne, toi. Mais en version online. C'est bizarre. Après, c'est une. Je vais revenir sur les droits d'utilisation, sur les droits d'utilisateur, les conditions, mais c'est inclus dans le contrat. Prenez le temps de lire un peu les articles qui sont dans le contrat, parce que il y a des choses que peut-être vous irez pas vous plaindre derrière. Le seul point négatif, si vous saviez ce que vous acceptez. L'autre point négatif dans le jeu, c'est la microtransaction. Vous avez beaucoup de microtransactions de cosmétiques pour de la même manière qu'un jeu service. Voilà, un jeu service. Mais vous avez aussi, donc, comme on disait, tous les terrains. Vous pouvez gagner le Grand Chelem, par exemple. Ça arrive que dans le mode carrière My Player, vous pouvez gagner tout le Grand Chelem. Roland Garros, vous avez Wimbledon, l'Open d'Australie, l'US Open. Vous avez tous les trucs pour gagner le Grand Chelem dans My Career. Bon. Et vraiment... pour finir, eh bien, on mentionnera la soundtrack, les musiques. Qui est bien, franchement. Ils ont proposé 18 titres différents pour le jeu, il me semble. Ce qui est assez intéressant, il y a quelques titres de moi ça me parle pas, mais je suis sûr que toi il y en a qui te parlent quand même au niveau des soundtracks. Il y en a quelques-uns qui m'ont apprécié aussi, que l'immersion, parce que c'est vrai qu'on n'en précise pas, mais le gameplay et le jeu est vraiment immersif aussi. À préciser que dès que tu commences, quand tu prends les deux bonhommes, moi j'ai fait contre Serena Williams, tu les vois en fait dès le début rentrer dans le truc, tu les vois avancer, et t'as la musique, comme tu dis, la musique qui permet d'avoir l'immersion. Quand tu joues, quoi, tu vois, il y a la musique, tu vois, tu rentres dedans et tu vas tirer et tout des trucs. À préciser aussi que, bon, aussi l'autre point négatif, c'est que graphiquement, c'est pas du NBA 2K, hein. Préciser aussi, il faut le préciser que c'est pas du NBA 2K. À préciser, parce que 2K, on sait qu'avec les jeux de catch, les jeux de basket, ils ont des graphismes exceptionnels. Comme on l'a dit précédemment, la plupart du budget est parti pour l'achat des licences des joueurs. Hein. Et préciser aussi que le développeur, c'est pour ça je vais mettre un petit mot du développeur qu'on a reçu dans le mail. Après plus d'une décennie depuis la dernière itération de TouchSpin, nous sommes ravis de partager TouchSpin 2K25 avec le monde entier, déclare Rémi Ercolani, Game Director chez Hangar 13, voilà, préciser que Hangar 13, c'est eux qui ont développé le jeu, qui ont fait aussi les remasters d'un certain jeu très connu que Corentin affectionne personnellement. Non, tu connais pas ? Ça me parle pas, mais... J'ai les Mafia, bien sûr. Les remasters, bah oui, ceux qu'on fait Hangar 13. Voilà, TouchSpin 2K25. Ce qu'on peut dire sur ce jeu qui a l'air... Entre deux, pour moi c'est, je sais pas comment vous dire que je suis en entre deux. Attendre pour l'instant, attendre qu'il y ait plus de choix au niveau des joueurs professionnels. Et comme c'est Touquet 25, j'ai appris que le jeu irait, je crois, il y a du contenu jusqu'à le printemps 2025. Donc vous avez le temps, hein, jusqu'au prochain TouchSpin Touquet 26 qui arriverait prochainement. Voilà ce qu'on peut vous dire sur TouchSpin Touquet 25, un jeu fait par Touquet, développé par Hangar 13. Qui est disponible depuis vendredi, en même temps que Stellar Blade d'ailleurs, si vous voulez y jouer dessus. Voilà, sur PS4, PS5, Xbox One, Series et PC. Voilà ce qu'on peut vous dire sur TouchSpin 2K25. On rend l'antenne, Corentin ? Ouais. On va rendre l'antenne avec une dernière musique. Attends, d'abord la petite musique, voilà. Ting. Ah, aussi apprécier avant de partir que rendez-vous le 9 juin. Xbox nous a envoyé un truc. Conférence Xbox Showcase le 9 juin avec une conférence mystère. On vous expliquera la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine parce qu'il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de conférences qui arrivent en juin. Merci Quentin d'avoir fait cette émission avec moi comme d'habitude. Mais pas de problème. Avec plaisir, l'ambiance. On espère revoir Julie la semaine prochaine. Aziz de retour aussi. Et on va se laisser sur une musique d'un groupe Fall Out Boy. D'ailleurs, Pete Wentz qui du groupe a été choisi pour être l'ambassadeur hors terrain de TouchSpin. De TouchSpin en oubli, ouais. C'est l'ambassadeur de TouchSpin. Comme Post Malone pour le jeu de catch par exemple. Allez, on va vous quitter sur cette musique-là. On se quitte sur Centuries de Fall Out Boys. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. Comme d'habitude. Allez, peace!